Chapitre 7. Le marché des 4 océans. Fils d'un négociant, Ma-ji avait opté pour un nom de courtoisie, Long Mei, qui faisait de lui l'intercesseur des dragons. Bien fait dans sa personne, doué d'une aisance naturelle qui ajoutait à sa distinction, il se plaisait à chanter et à danser. Il se mêlait d'ailleurs volontiers aux musiciens et comédiens, ne dédaignant pas de jouer aux disciples du jardin des poiriers. Il lui suffisait de se draper la tête d'un châle de brocart pour se glisser dans le rôle d'une jeune beauté. Aussi le surnommait-on Belle Mine. Il avait 14 ans quand il avait intégré, en tant que bachelier, l'école préfectorale où il s'était fait un nom, à plus d'un titre. Son père, qui avançait en âge et dont la santé chancelait, avait décidé de se retirer des affaires. Il dit à son fils : « Les livres, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui te nourrit si tu as faim, ni te sert à te couvrir si tu as froid. Crois-moi, tu serais bien inspiré de suivre la voie que je t'ai tracée dans la négoce. » Ma donna un tour nouveau à ses études et s'intéressa au commerce, à ce qu'il permettait de faire circuler et d'amasser. Joignant la pratique à l'étude, il prit la mer au milieu d'un équipage. Ils furent le jouet d'un typhon et tout s'abîma, corps et biens. Ma, quant à lui, dériva jours et nuits en perdre le sens du temps et s'échoua aux abords d'une cité dont les habitants lui parurent d'une rare laideur. À la vue de Ma qui sortait des eaux, la foule s'imagina avoir affaire à quelque créature infernale et ne pensa trouver son salut que dans un sauve-qui-peut général aussi bruyant que chaotique. De prime abord terrifié par l'aspect repoussant de ces gens et leurs mouvements de foule, Ma comprit assez vite que c'était lui qui leur inspirait cette peur panique, et il sut aussi vite en profiter. En rencontrait-il en plein repas, il se précipitait vers eux et se nourrissait de ce qu'avaient abandonné les fuyards. Il quitta le rivage et s'enfonça à l'intérieur des terres, gravissant une montagne sur le flanc de laquelle il trouva un village. Les habitants y étaient affublés de guenilles, on eût dit une cour des miracles. Mais leur physionomie paraissait se rapprocher de ce qu'ils connaissaient. Il fit halte sous un arbre, il fut observé de loin, mais pas un n'osa s'approcher. À la longue, ils semblèrent se convaincre qu'ils n'en voulaient pas crûment à leur personne au point d'y goûter, et s'approchèrent. Ma leur sourit et s'adressa à eux. Si différentes que fussent leurs langues, ils parvinrent à se comprendre pour partie. Ma s'évertua à leur expliquer d'où ils venaient et ce qui lui était arrivé. Cela rassura les villageois qui se répandirent alentour pour confirmer que l'étranger n'était pas cannibale. Cependant, les plus disgracieux demeuraient à distance respectable ou s'en allaient après un coup d'œil suspicieux. Quant à ceux qui étaient venus vers lui, leurs traits n'étaient guère différents de ceux des Chinois. Ils collectèrent du vin et de la nourriture pour le lui offrir, et Ma en profita pour leur demander pourquoi ils avaient peur de lui. « J'ai entendu mon grand-père raconter qu'à 26 000 lieues d'ici, à l'ouest, se trouvait la Chine, » dit l'un d'eux, « et que les gens n'y étaient pas faits comme tout le monde, que leur visage était bizarre. Ce n'est qu'aujourd'hui que je peux comprendre ce qu'il voulait dire. » Ma-ji s'étonna auprès d'eux de leur état de pauvreté. Le même répondit : « Ce qui compte ici, ce n'est pas d'avoir étudié les grands textes classiques qui régissent la société, c'est l'aspect physique. C'est de porter de l'eau. Les hommes les plus favorisés par la nature deviennent des dignitaires, voire des ministres. Ceux qui le sont moins se voient attribuer les postes locaux. Les gens quelconques doivent veiller à s'attirer les faveurs des nobles pour nourrir femmes et enfants. Quant à nous, qui ne ressemblons à rien, nos parents nous ont considérés comme des créatures porteuses du mauvais œil, et nous avons été livrés à nous-mêmes. Ceux qui ont échappé à ce sort ne le doivent qu'au fait d'avoir été seuls et pouvoir perpétuer la lignée.
Et comment s'appelle ce pays ? C'est le grand royaume des Nojarai, dont la capitale se trouve à 30 lis au nord. Ma pria son interlocuteur de l'y conduire. Levés au chant du coq, ils arrivèrent quand il faisait grand jour. Les pierres des murailles étaient d'un noir d'encre. Des tours et des pavillons s'y dressaient à plus de 100 pieds. Mais rares étaient les tuiles. Les toitures étaient couvertes de sortes de dalles de pierres plates et rouges. Ma en ramassa une rognure qu'il se frotta sur l'ongle. Cela ressemblait fort à du vermillon naturel. L'audience du matin de la cour venait juste de s'achever. Un haut dignitaire en sortait. « C'est le grand ministre d'État », indiqua le villageois. Ma eut le privilège de l'observer de près. Ses oreilles étaient dans le sens contraire à celui de la marche. Son nez s'ouvrait par 3 narines et ses yeux étaient cachés par un rideau de cils. Des cavaliers apparurent alors. « Eux, ce sont de hauts dignitaires », l'informa encore son compagnon en précisant quelles étaient leurs positions hiérarchiques. Tout cela s'apparentait à des êtres fabuleux. Le chef surmonté d'une chevelure si profuse qu'on eût dit des crinières. Moins élevé était le rang, moins laide était la tête. Peu après, Ma prit le chemin du retour. Sur son passage, il soulevait des vagues de frayeur parmi les passants qui se bousculaient en hurlant comme s'ils avaient rencontré un monstre. Il fallut aux villageois qui l'accompagnaient s'époumoner à donner 1000 explications pour qu'ils osent s'arrêter de fuir et le regarder, à bonne distance toutefois. Après cette course à la capitale, tout le pays, du plus humble au plus huppé, fut au fait de la présence d'un étrange étranger dans ce village de la montagne. Dès lors, il fut de bon ton pour les dignitaires soucieux d'élargir leurs connaissances, d'exiger des villageois qu'ils conduisent Ma jusqu'à eux pour qu'il leur fût présenté. Mais, invariablement, les visiteurs trouvaient les huis clos. Toutefois, les chuchotis qui lui parvenaient indiquaient à Ma qu'il était observé à travers les interstices de tous les vantaux, et le temps pouvait ainsi couler sans que quiconque eût ouvert sa porte. Il y a non loin d'ici un ancien vice-ministre qui a été autrefois chargé des missions diplomatiques à travers le monde pour notre défunt roi. Lui qui a connu des gens de toutes sortes ne s'effraierait peut-être pas de vous rencontrer, suggérèrent des villageois. Ils l'accompagnèrent donc jusqu'à la porte de cet ancien dignitaire qui lui réserva un accueil digne d'un invité de marque. À le voir, avec ses yeux qui semblaient lui sortir de la tête et sa barbe hérissée qui tenait du porc-épic, on eût parié pour 80 à 90 ans d'âge. En ma période de pleine activité, j'ai maintes fois pris part à des ambassades à la demande du feu roi, mais elles ne m'ont jamais conduit en Chine. Et c'est aujourd'hui, à 120 ans passés, que m'est donné le privilège de rencontrer un ressortissant de cet éminent pays. Voilà qui mérite que le souverain en soit informé. Certes, je me suis retiré sur mon domaine depuis une dizaine d'années et me suis donc éloigné de la cour. Mais je me ferai un point d'honneur de m'y rendre demain, de bon matin. Il fit servir vin et mets, respectant en cela tous les canons de l'hospitalité. Après qu'ils eurent plusieurs fois trinqué, un groupe d'une dizaine de danseuses et chanteuses se produisit, avec leurs turbans de brocart blanc surmontant des faces hideuses et leurs robes rouges qui traînaient par terre. Elles avaient tout l'air de diablesses. Les paroles de leur chant restaient incompréhensibles pour Ma, et les sons procédaient d'assemblages fort peu harmonieux à son oreille. Le maître de maison, en revanche, prisait fort le divertissement. « Cultive-t-on de la sorte la musique et le chant en Chine ?» s'enquit-il. « Bien sûr !»« Pourriez-vous alors m'en donner un aperçu ?» Ma s'exécuta en battant la mesure sur la table. « C'est tout à fait plaisant !» s'exclama son hôte. « Voilà qui est pour moi vraiment inouï.
Ne dirait-on pas le chant du phénix associé au sifflement du dragon ? Le lendemain, il se rendit à la cour dans l'intention de présenter son ami au roi. Celui-ci s'en montra d'abord fort aise et s'apprêtait à signer l'édit d'ouverture d'audience quand 2 ou 3 grands dignitaires s'interposèrent, arguant que l'aspect monstrueux de l'étranger était de nature à bouleverser sa majesté, qui était en sa personne même la garante et la représentation de l'équilibre du royaume. Le souci de la stabilité fit renoncer le souverain. Le vice-ministre en fut pour ses frais et sortit faire part à Ma de la malheureuse issue de cette ultime ambassade ainsi que ses plus vifs regrets. Le séjour de son hôte s'éternisait et les libations n'étaient pas rares. Un jour, l'ivresse le gagnant, Ma se saisit d'une épée et effectua des pas et des sauts de danse, le visage barbouillé de noir de fumée, se glissant ainsi dans le rôle de Jiang Sei, le héros des 3 royaumes. Le vieillard le trouva magnifique et lui suggéra de se rendre chez le Premier ministre en gardant ce maquillage. « Je suis sûr qu'ainsi vous lui plairez et qu'il vous gratifiera de confortables émoluments. » « Hélas, soupira Ma, ce n'est là qu'un déguisement voué à divertir. Comment oserais-je prétendre à quelque honneur en contrefaisant par le maquillage, qui je ne suis pas ?» Devant l'insistance du maître de maison, et pour lui être agréable, lui qui était son obligé, Ma accepta cette comédie. Son hôte organisa alors un banquet auquel il convia nombre de personnalités influentes. Son protégé devait se tenir prêt à y prendre part après s'être soigneusement grimé. Dès que les invités eurent été installés, le maître de maison fit quérir Ma pour le leur présenter. L'un d'eux s'exclama « Voilà un vrai miracle ! Vous étiez hier hideux à faire peur et vous nous présentez aujourd'hui une si belle mine !» Et ceux qui s'en défiaient hier de boire avec lui ce jour-là, sans retenue et dans la bonne humeur. Ma interpréta un chant à vers libre du sud de la Chine, d'origine rustique, au rythme très marqué, et qui lui permit d'endosser un rôle de vieille bossue à laquelle l'assistance trouva bien des charmes. Dès le lendemain, un rapport circonstancié le recommandait au roi. Selon son bon plaisir, le roi accorda audience à l'étranger et lui fit parvenir un éventail en plumes noires sur manche de bambou comme sauf-conduit. Lors de l'audience, Ma fut interrogé sur l'art de gouverner et d'assurer la paix en Chine. Il déroula un tableau fort dominé par un auditoire admiratif. Le roi donna en son honneur un banquet au palais secondaire. Alors que les vapeurs d'alcool commençaient à monter à la tête du royaume, celle-ci s'adressa à son invité. « Il m'a été rapporté que vos talents s'étendaient à l'art musical. En feriez-vous pour moi une démonstration ?» Ma imita alors les poses des danseuses enturbanées de brocart blanc, tout en chantant une mièvre ritournelle d'une voix rauque. Ravi, le roi le nomma incontinent grand officier de 3e classe. Dès lors, Ma eut fréquemment ses entrées au dîner du roi, marque toute particulière de faveur. Cependant, à la longue, courtisans et domestiques avaient fini par comprendre que son visage n'était qu'artifice. Son arrivée ne soulevait plus que froideur et murmures désapprobateurs. Ma se trouva isolé et le vécut mal. Il adressa au roi un placet pour être relevé de sa charge, ce qui lui fut refusé. Il sollicita alors un congé de durée limitée. 3 mois lui furent accordés. Il profita des services de la poste royale pour aller mettre à l'abri ses biens les plus précieux dans le village de montagne, où on l'avait accueilli. Les villageois le reçurent en se prosternant. Ma distribua toute sa fortune aux gens qui l'avaient traité en ami, soulevant, dans toutes les chaumières,
un mouvement d'allégresse. « Nous sommes des petites gens sur qui vous, grand officier, faites descendre la manne de votre générosité, dit l'un d'eux. Nous irons, les jours prochains, au marché des 4 océans pour y trouver des perles et autres précieux présents que nous souhaiterions vous offrir comme témoignage de notre gratitude. » Et où ce marché se déroule-t-il ? Au milieu de la mer. S'y retrouvent sirènes et tritons des 4 océans pour vendre leurs perles et leurs pierres précieuses. On vient des 12 pays des 4 horizons pour commencer. Le temps du marché est une fête, le temps de la magie et du merveilleux. Mais quand le ciel chasse ses ancres, les 7 tigres verts de la mer se déchaînent. Les gens de la noblesse ont trop le souci de la préservation de leurs précieuses personnes pour oser affronter ces périls et nous confient leur or ou leurs pièces de soie pour que nous les échangions contre des joyaux et des raretés. Le moment de ce grand négoce est proche. Mais comment savez-vous quand il doit advenir ? Ce sont des oiseaux rouges qui croisent en nombre au-dessus des flots qui nous apprennent que la foire va ouvrir dans 7 jours. Ma se sentit attiré par l'air du large et leur demanda quand il larguerait les amarres. Des villageois objectèrent que c'était très noble à lui, mais qu'il était justement trop noble pour y risquer sa personne. Ma retorqua. « N'ai-je pas déjà bourlingué et affronté maintes dangers ? Ni des flots inconstants, ni des vents impétueux ne sauraient m'intimider. » Peu après, en effet, il vit se succéder des gens venus confier des marchandises qu'on embarquait sur un bateau capable de transporter plusieurs dizaines de personnes. C'était une embarcation à fond plat, à haut bord, mue par 10 rangs de nage et qui filait comme une flèche. Au terme de 3 jours de navigation, on aperçut au loin des pavillons à l'étage superposé, comme suspendus entre les nuages et l'eau. Des navires marchands convergeaient dans cette direction comme des colonnes de fourmis. Bientôt, on arriva au pied de l'enceinte, dont les briques faisaient la taille d'un homme et dont les tours de guet perçaient les nuages. Une fois à quai, ils entrèrent dans la ville. Ils furent éblouis par ce marché où s'étalait une profusion d'objets précieux que Ma n'eût pas nommés, car la plupart étaient inconnus du monde des humains. Fendit alors la foule qui s'ouvrait précipitamment, un adolescent monté sur un destrier et dont il se dit qu'il était le 3e prince héritier des étendues océanes du Levant. En passant, son regard tomba sur Ma. « N'est-ce pas là un étranger ?» Un cavalier de l'escorte princière vint demander à Ma qui il était. Celui-ci se rangea sur la gauche de la voie avant d'annoncer son pays d'origine et ses liens de clan. « L'honneur que nous fait votre venue et notre heureuse rencontre sont l'effet d'une grande faveur du destin, » dit le jeune prince. Il fit alors donner une monture au lettré et le pria de chevaucher à ses côtés. Ils sortirent de la ville par la porte du Ponant. À peine accédait-il à la grève que le cheval de Ma se précipita à l'eau en hennissant, pour la plus grande frayeur de son cavalier. Mais il vit alors s'ouvrir les flots qui ménageaient un passage entre 2 vertigineuses parois liquides. Bientôt, on vit des palais dont les murs porteurs étaient faits de carapaces de tortues et les tuiles d'écailles de poissons. Les façades, aussi limpides que cristal, pareilles à des miroirs, flamboyaient de 1000 reflets. Laissant là leur monture, ils entrèrent dans l'enceinte et sacrifièrent au rituel des salutations. En osant lever les yeux, Ma découvrit le roi dragon, qui les dominait de toute la hauteur de son trône. « Votre humble sujet, dit le prince, a trouvé au marché ce sage venu de la Chine. J'ai cru bon de le conduire jusqu'à vous. » Ma, alors, s'avança et se prosterna selon l'usage. « Maître, dit le roi dragon, puisque vous êtes lettré, je gage que vous faites grand cas de ces 2 initiateurs de votre poésie classique, que sont Chu Wan et San Hu, dont tout le monde admire les chants élégiaques du royaume de Shu. Je ne doute pas qu'ils vous voient source d'inspiration.
Je vous saurais votre obligé si vous trouviez les mêmes accents en faisant courir votre agile pinceau pour composer un poème sur le marché des 4 océans. Ne soyez pas avare de vos efforts pour que votre style ait la rondeur lumineuse de la perle et la profondeur de jade. Ma se prosterna et s'exécuta. On lui apporta un creuset à encre en cristal, un pinceau de barbe de dragon, du papier blanc comme neige et un bâton d'encre qui exhalait un parfum d'orchidée. Ma élabora d'une traite un chant de plus de 1000 caractères qui vint respectueusement déposer au pied du trône. Le roi en suivit la lecture en marquant le rythme des vers avec sa tablette. Maître, la renommée que vous vaut votre talent ne manquera pas de rejaillir sur les vastes étendues de mon royaume maritime. Puis il convia tous les membres du clan du dragon à un banquet donné au palais des nuées irisées. Après avoir à plusieurs reprises levé sa coupe à la santé de son hôte, il s'adressa à lui en ces termes. Moi, souverain suprême, et une fille bien-aimée, qui n'est encore engagée avec aucun parti. Me feriez-vous le très grand honneur d'en accepter le fardeau, pour peu que cela ne contrevienne pas à la voie qui est la vôtre ? Mahaji ne put que quitter sa place et venir aux pieds du roi, se confondre en remerciements aussi empressés que confus. Quelques instructions furent données aux gens de la suite royale. Peu après, plusieurs suivantes se présentèrent, entourant la princesse dans un cliquetis de pendentifs et bracelets de jade. Cette entrée fut saluée par les souffles puissants des conques marines, des fémurs trompettes, des holos de la palpitation des troncs flottés et vidés et des sistres à coquillages. À la fin de la cérémonie d'échange des salutations, Maha risqua un regard du coin de l'œil vers la princesse. C'était une divine beauté. Les prières aux puissances tutélaires, une fois prononcées, la jeune fille se retira. Le banquet achevé, 2 servantes, chacune tenant une lanterne décorée, conduisirent le lettré dans un palais attenant où la jeune femme, assise, en costume d'apparat, l'attendait au bord d'un lit de corail orné de 8 sortes de joyaux. Tout autour du lit couraient des teintures à franges, de fils de soie torsadés que lestaient d'énormes perles de la plus belle eau, de capiteux parfums émanaient des contrepointes. Au lever du jour, tout un balai d'accords suivantes et servantes s'empressa autour d'eux. Ma fit diligence pour se rendre à la cour afin d'exprimer toute sa gratitude au roi qui, pour l'asseoir dans son rôle de gendre royal, lui conféra le titre de Pendragon de la cavalerie de la garde. Le chant rythmé aux 1000 caractères qu'il avait composé s'était répandu par toutes les mers et les hommages lui parvenaient de tous les rois dragons des immensités océanes. C'était à qui pourrait se targuer d'avoir pour convive le nouveau gendre royal. Le Pendragon, vêtu de brocart et chevauchant un hippocampe, sortait alors du palais en brillant équipage, à la tête d'une escorte piaffante de quelques dizaines de cavaliers aux lumineux atours, armés d'arcs de parade gravés et de masses d'albâtre. C'était une réjouissante cavalcade. Certains jouant du luth sur leur monture, d'autres juchés sur des chars jouaient de flûtes de jade. En 3 mois, Ma avait parcouru toutes les mers et son surnom de « Béni des dragons » avait couru sur la crête de toutes les vagues. Dans la cour du palais était établi un arbre de jade dont le tronc, qu'on pouvait à peine entourer de 2 bras, était lisse et si pur qu'on pouvait distinguer au centre un cœur d'un jaune tendre, gracile comme un jeune bras.
Ses feuilles, d'un jade émeraude, fines comme des sapèques, dispensaient une ombre profonde et protectrice. Ma s'y installait volontiers avec sa jeune épouse pour y chanter ou échanger des poèmes. L'arbre se couvrait d'un flamboiement de fleurs aux flagrances enivrantes, dont les pétales libéraient des notes cristallines en tombant. Si on les posait au creux de la main, on croyait tenir des agates rouges finement ciselées. Quelquefois, des oiseaux au plumage d'émeraude et mordoré, à la longue queue en traîne, venaient lancer des appels aux accents si poignants qu'ils remuaient les entrailles. Ils firent monter chez le coureur des mers une vague de nostalgie pour le pays natal. Il finit par s'en ouvrir à sa jeune épouse. « Voilà 3 ans maintenant que je me suis lancé à l'aventure et n'ai pu rendre mes hommages à mes parents. Le cœur me point à chaque fois que j'y pense. Serait-il du domaine du possible que mon épouse, tant aimée, me suive dans ce retour aux sources ?» En disant cela, il se répandit en larmes amères. « Nymphe océane, je suis et demeurerai. Mortel, tu es et passeras. Nous nous sommes rencontrés et nous avons connu la félicité. Mais nos mondes sont séparés par un abîme infranchissable. Comment, aussi, préserver l'harmonie de notre couple en ignorant les devoirs de la piété filiale ? Permets-moi de tenter de répondre plus tard à ce dilemme. » Les sanglots du jeune homme disaient assez la peine qui l'étreignait et ce chagrin la gagna elle aussi. « Il nous est impossible de connaître en même temps tous les bonheurs. » Le lendemain, comme il retournait au palais, le roi dragon lui dit « Il m'est revenu, mon gendre, que vous êtes en proie à la nostalgie et que vous manque la terre de vos aïeux. Vous conviendrait-il de vous mettre en route dès demain matin ? » Comment ne pas vous garder une infinie reconnaissance pour la faveur exceptionnelle dont vous avez honoré l'Amérande que je suis ? Cela restera ancré au plus profond de moi. Aussi, m'en voudrais-je de vous abandonner et ne souhaite rien tant que revenir au terme de ce pèlerinage. Le soir venu, la princesse fit servir vin et collation pour un dernier moment de partage avant leur séparation. Ma, qui voulait croire à un possible retour, proposa qu'ils en fixent tous les deux le terme. Mais elle découragea ce vain espoir. Il était écrit que nous vivrions une union hors du commun. Mais il est aussi écrit qu'en voici le crépuscule. Ma était consternée. Elle ajouta : c'est une noble raison que celle de ton départ, puisque tu rentres manifester ta piété filiale. Quand il s'agit de séparation et de retrouvailles, un jour compte autant qu'un siècle. Mais alors, un siècle, c'est un jour. À quoi bon se lamenter ? Ce ne sont là qu'enfantillages, qui sont source d'inutiles tourments. Après ton départ, je te resterai fidèle, et toi, de même, seras loyal envers moi. Ainsi perdurera notre bonheur, de savoir que nos deux cœurs iront l'amble par-delà les distances. Est-il besoin de se surveiller jour et nuit, et d'appeler cela vieillir ensemble ? Que de nouveaux liens de mariage soient néfastes à celui qui se parjurerait. Si le soin de ta tripe te tourmente, prends cuisinière ou concubine. Je n'y vois pas d'objection. Je voulais aussi t'entretenir d'autre chose. Certains signes me laissent à penser que je porte le fruit de tes œuvres. Puis-je te prier de choisir dès à présent le nom que tu souhaites lui donner ? Si c'est une fille, appelons-la Longon, palais du dragon. Et Ouai, heureux sort des mers, pour un garçon. La jeune femme lui demanda de lui laisser un gage d'amour. Il lui remit 2 pierres qui luisent dans la nuit.
des escarboucles finement ouvrés en fleurs de lotus qui venaient du pays de Nojara. « Dans 3 ans, lui promit-elle, au 18e jour de la 4e lune, tu devras voguer vers les îles du Sud et je te remettrai celui qui perpétuera ta lignée. » Elle se saisit d'une escarcelle en peau de serpent de mer et la remplit de perles et de pierres précieuses, puis la lui tendit. « Sache en faire bon usage. Il y a là de quoi assurer la matérielle de nombreuses générations de notre descendance. » Au point du jour, le roi fit installer les teintures de la cérémonie d'adieu et ne fut pas avare de somptueux présents. Le lettré se prosterna pour saluer le souverain avant de quitter le palais. La jeune Nééride, montée sur un char tiré par des maracas blanches, l'accompagna jusqu'à une grève. Ma descendit de son hippocampe, tandis qu'elle prononçait les formules rituelles consacrées aux adieux. Elle fit demi-tour, s'éloigna du rivage et disparut. Les flots s'étaient refermés sur elle. Et Madji fut de retour. Depuis son infortune en mer, tout le monde le croyait perdu corps et biens. De prime abord, personne n'en crut ses yeux quand il réapparut. Par bonheur, ses parents étaient encore en vie. Sa femme s'était remariée en revanche. Il se remémora le serment échangé avec la fille du roi dragon et comprit mieux ce qu'elle avait entendu par « rester loyal ». Il ne fit d'ailleurs pas de doute pour lui qu'au moment de leur séparation, il savait déjà ce qu'il découvrirait. Son père souhaitait qu'il reprît épouse, mais il s'y refusa. Il engagea une servante pour faire face aux besoins courants. 3 ans plus tard, à la date convenue, il alla croiser vers les îles du Sud. Et il découvrit 2 enfants, assis à la surface des flots, qui tapotaient dans l'eau comme s'ils avaient été dans une flaque au bord de la mer, confiants, sans s'inquiéter de sombrer. Lorsque Ma s'approcha, l'un vint au-devant de lui et se pendit à son cou alors que l'autre se mettait à sangloter pour se plaindre d'être délaissé. Ma les prit tous les 2 dans ses bras et les considéra avec intérêt. C'était une fille et un garçon, aussi adorables l'un que l'autre. Chacun d'eux était couronné d'un diadème de fleurs de jade, au milieu desquelles s'affirmait l'éclat profond des escarboucles en fleurs de lotus. Il ouvrit le sac de brocart attaché au dos de l'un d'eux et s'y découvrit une lettre qui disait « J'ose espérer que mes beaux-parents soient encore vaillants. Ces 3 années ont si vite passé. Ce qui sépare votre monde de poussière rouge du nôtre est tel que même notre merveilleux oiseau bleu s'épuiserait à tenter d'en abolir l'abîme. Mes pensées s'égrègent en folle rêverie et mon regard se voile à chercher un coin de ciel bleu. Quel recours trouverai-je à cette douleur de l'absence ? Je songe à Henge que l'élixir d'immortalité du palais des osmantes exila sur la lune, à jamais séparé de son amour, ou à la tisserande qui jeta sa navette au bord de la voie lactée pour dire son désespoir d'être séparée de son amant. Mais quelle femme suis-je donc pour m'apitoyer ainsi sur mon sort ? Quoi, pour être immortel, devrais-je être insensible à tout ? Que me vienne cette idée et je sèche mes larmes, et même je me prends à rire. 2 mois après notre séparation, j'ai accouché de jumeaux. Ils savent maintenant gazouiller dans les bras et entendent ce que sont le rire et les paroles. Ils sont capables de cueillir poires et jujubes et sont aptes à se passer de leur mère. Je vous les confie comme l'expression de mes meilleurs sentiments. En font foi les grenats que vous m'aviez offerts en gage de votre attachement et que vous aurez trouvés sur les palmes qui saignaient leur front.
À chaque fois que vous prendrez nos enfants sur les genoux, vous pourrez imaginer que je suis là, à vos côtés. Je sais que vous êtes restés fidèles au serment autrefois prêté, en quoi j'ai trouvé beaucoup de réconfort. Quant à moi, ma foi jurée ne souffrira nul accroc. Dans mon coffret à ongles et parfums, j'ai renoncé à la crème de fleurs d'orchidée. Pour apprêter mon visage devant le miroir, je n'emploie plus de poudre de riz, ni ne mets de noir aux yeux. Vous serez à jamais un vagabond des mers, et j'aurai pour vous la constance des femmes de marins. À ne pas vibrer ensemble, le luth et la cithare pourraient-ils ne pas se désaccorder? Quand je pense que mes beaux-parents vont connaître la joie de serrer dans leurs bras leurs petits-enfants sans avoir jamais vu leur belle-fille, cela me fend le cœur. Je me rendrai l'an prochain auprès de ma belle-mère, quand elle sera portée en terre, afin de lui rendre mes devoirs de bru. En outre, n'ayez aucune crainte pour Long Gong. Ce sera une solide jeune fille et sa vie sera de plénitude. Quant à Fu Hai, il restera jeune à jamais et il se pourrait qu'il fasse le chemin dans les deux sens. Prenez bien soin de vous. Je manque de mots pour vous dire tout ce qui me remue l'âme. Ma lisait et relisait la lettre en réfrénant ses pleurs, tandis que les deux enfants, pendus à son cou, suppliaient « Rentrons à la maison !» Sous l'empire d'une émotion plus grande encore, le jeune homme les cajolait en murmurant « Mes enfants, savez-vous bien où est votre maison ?» Mais ils ne savaient dire que cela, qu'ils voulaient rentrer au milieu des hoquets de leur chagrin d'enfant. Leur père porta le regard sur l'immensité sans limite des étendues marines. Cerné par la brume, il se sentit perdu. Il lui fallut faire un peu virer de bord pour s'en retourner, ses enfants dans les bras. Averti par la lettre du prochain décès de sa mère, il prit toutes les dispositions nécessaires. Il fit préparer un site funéraire et y planta une centaine de pins et de lauriers teints. Elle mourut en effet l'année d'après. Au moment où le char funèbre approchait de la fosse, l'assistance, intriguée, y découvrit une jeune femme en grand deuil, tout de blanc vêtue. Une colonne de poussière la ravit au regard, tandis qu'éclatait un soudain orage, accompagné d'une averse d'abat. Les arbres et arbustes renouvellement plantés et qui, pour la plupart, s'étaient desséchés, reprirent vie. Fu Hai, en grandissant, se languissait de sa mère et la réclamait. Il finit par se jeter dans les flots, mais il en ressortit quelques jours plus tard. Quant à Long Hong, qui en tant que fille ne pouvait faire ce voyage, elle s'enfermait souvent dans sa chambre pour pleurer. Un soir sans lune, sous couvert de l'obscurité, la fille du dragon se présenta soudain à elle et arrêta ses pleurs en lui disant « Mon enfant, tu fonderas toi aussi une famille. Alors, à quoi bon ces larmes ?» Pour sa dot, elle lui fit présent d'un arbre de corail haut de 8 pieds, d'un sachet de poudre de riz de dragon dont le parfum rappelait le camphre de Bornéo, une bourse de 100 perles fines et une paire de coffrets en or incrustés de 8 sortes de pierres précieuses. Ma avait senti sa présence. Il se précipita dans la pièce et lui prit la main en la baignant de larmes. À l'instant même, la foudre fendit le toit et la nymphe océane s'était évanouie. Le chroniqueur des contes dit « Chercher à complaire en arborant un masque fait naître un monde de monstres. Lécher la croûte sur des plaies devient un travers universel. Faux semblants et vulgarité semblent tout emporter. Mais à l'inverse,
Si l'on parcourait la capitale en compagnie d'un aussi noble esprit que le vieil ambassadeur du pays des Nochahai, il serait bien étonnant que la plupart ne s'enfuient, horrifiés. Auprès de qui irait se lamenter ce fou de marquis de Lingyang qui se pavane avec un jade qui voudrait plusieurs places fortes? À avoir voulu offrir à des princes un bloc de jade du mont Kowloon, encore caché dans sa gangue, accusé de duperie, il s'était fait couper les pieds. Un troisième prince avait fait ouvrir la gangue et découvert la splendeur qu'elle refermait. Le malheureux amputé avait refusé le titre de marquis de Lingyang, supposé le consoler. Hélas, courir après la gloire et la richesse, cela fait aborder au pays des chimères.